Bonjour à tous, bienvenue dans ce mini-webinaire. Je souhaite déjà une très belle année à tous ceux qui sont présents. Donc on va essayer de tenir notre timing de 15 minutes. 15 minutes pour parler du secret professionnel en entreprise, c'est court, mais c'est à la fois un bel aperçu que vous allez avoir. Et donc je vous invite tous à réfléchir un petit peu sur la manière dont vous utilisez les informations que vous avez de l'entreprise. Allez, on y va puisque l'idée du mini-webinaire, c'est toujours 15 minutes, 5 slides et 3 questions. Donc, je vous invite en cours de webinaire ou juste après le webinaire, mais vous pouvez le faire, de me poser vos questions via le chat, la discussion de webinaire que vous pouvez avoir en cliquant sur la petite icône chat que vous avez en bas ou en haut de votre écran. Cela dépend de l'un ou de l'autre. Allez, nous y allons. Alors, il faut se dire que la première chose, c'est que le secret professionnel est une notion qui n'est pas définie par la loi. La seule chose qui est légale, c'est l'article 458 du Code pénal qui en fait sanctionne la personne qui est dépositaire d'un secret par son état ou par sa profession et qui ne respecte pas le fait qu'on lui a confié un secret. Et donc, c'est bien la fonction qui va créer l'obligation du secret professionnel et pas uniquement le titre professionnel qu'on peut avoir à ce niveau-là. Bien sûr, vont être visés par ce secret professionnel. On va avoir les avocats, on va avoir les médecins, on va avoir les psychologues, mais on peut encore avoir toute une série de personnes qui seront soumises au secret professionnel, qui peut être à la fois volontaire ou obligatoire. Alors bien sûr, pour les avocats, pour les médecins, c'est leur déontologie qui va leur imposer le secret professionnel. Mais ce n'est pas leur titre, c'est vraiment parce qu'ils ont une fonction de médecin qu'ils sont soumis au secret professionnel. Un médecin qui va être dans un autre cadre, imaginons que le médecin quitte le milieu médical et va faire autre chose, il ne sera plus soumis au secret professionnel dans le cadre de sa fonction, même s'il a toujours un titre officiel de médecin, mais qu'il n'exerce plus dans ce cadre-là. Pareil pour l'avocat, on peut être avocat et puis changer de métier, ne plus l'être, eh bien, il ne sera plus soumis au secret professionnel de la même manière par la déontologie de l'avocat. Donc, c'est bien important de se dire que le secret professionnel n'est pas défini par la loi, contrairement à ce qu'on pense de manière générale. Alors, ce qui est intéressant, c'est de dire, tiens, que couvre le secret professionnel? Est-ce que ça couvre tout? Est-ce que ça couvre certaines choses dans son métier? Alors, le secret professionnel va viser ce qui est en lien avec des personnes tierces. Donc, on dit bien des personnes. Ça va couvrir ce qui est confié explicitement ou ce qui est confié tacitement. Alors, on peut étendre le secret professionnel en le couvrant aux secrets d'entreprise, c'est-à-dire les secrets de fabrication ou les secrets d'affaires. On rentre dans une catégorie un peu particulière de secret professionnel qui, lui, n'est pas forcément sanctionné par l'article 458 du Code pénal, mais on a tendance à étendre ce secret professionnel à ce qu'on appelle le secret d'affaires. Et alors, le secret professionnel va couvrir ce qui est non seulement entendu, donc quelqu'un qui va vous confier quelque chose, mais ça va aussi couvrir ce qu'on constate, c'est-à-dire ce qui est vu par le professionnel. Donc, prenons l'exemple d'un psychologue qui voit que son patient est particulièrement nerveux, particulièrement angoissé et peut-être dangereux pour lui-même en raison de ses angoisses. Il ne l'a pas entendu, ce n'est pas le patient qui l'a vu, il a pu le constater et donc il l'a vu. Et donc, ça couvre bien trois choses, les informations relatives à des personnes, confiées explicitement ou tacitement, et ça couvre ce qui est vu ou entendu. À côté de ça, on a le secret d'entreprise, qui est le secret de fabrication ou d'affaires, qui lui fait partie est un secret professionnel un petit peu particulier. Donc, en d'autres mots, c'est ce que je vous mets ici sur le slide, le secret professionnel va couvrir la confidence, donc ce qu'on va confier à quelqu'un qui a une certaine fonction. Alors, le secret professionnel est-il un secret absolu? C'est une question qu'on nous pose souvent. Est-ce que je peux rompre le secret professionnel? En fait, le secret professionnel est normalement absolu, mais il ne l'est pas dans tous les cas. Dans certaines situations, on va revenir dans quelques minutes, le professionnel peut lever le secret ou parfois doit lever le secret. Alors, à titre d'exemple, il va devoir lever le secret
pouvoir plutôt lever le secret s'il constate qu'il y a la mise en danger d'une personne vulnérable. C'est ce qu'on appelle un petit peu la non-assistance à personne en danger. Donc, si un psychologue euh, reçoit un de ses patients va lui dire à des tentatives, éventuellement à des tendances suicidaires, ou bien son patient il croit vraiment que son patient a une envie de meurtre, mais avérée, ou en tout cas très probable, il devra lever le secret professionnel à ce niveau-là pour justement protéger peut-être une autre personne tierce. Ça, c'est une première exception. Deuxième exception, c'est les fonctionnaires. Donc, doivent même lever le secret professionnel lorsqu'ils constatent des actes délictueux, c'est-à-dire qu'ils constatent des infractions à une législation, des infractions graves à une législation, puisque le délit est déjà la deuxième catégorie d'infraction. Troisième possibilité de levée du secret professionnel, c'est ce qu'on appelle l'état de nécessité. L'état de nécessité, c'est quand il y a un danger grave et imminent pour quelqu'un ou pour quelque chose. Dans un cas comme ça, le professionnel devra aussi lever le secret professionnel. On se pose beaucoup la question du secret professionnel partagé. Donc, le secret professionnel partagé, c'est le secret ou donc c'est dans la situation où tous des soignants, par exemple, prenons une réunion d'infirmiers le matin, ou un médecin qui échange avec un psychologue, on rentre aussi dans un secret professionnel partagé. Dans un cas comme ça, chaque professionnel soumis au secret professionnel se retrouve à devoir discuter d'une situation et d'éléments qui sont éventuellement couverts par ce secret professionnel. Eh bien, ça, c'est une exception au secret professionnel. Donc, on le voit beaucoup dans tout ce qui est association d'assistance à des personnes, dans les hôpitaux, bien sûr, éventuellement dans des cabinets d'avocats où les avocats discutent entre eux d'une situation qui peut être problématique. Et donc, il y a vraiment un partage du secret professionnel. On peut partager le secret professionnel pour autant. Donc, on peut finalement euh, aller à l'encontre du secret professionnel auquel on est tenu, pour autant qu'on respecte 5 conditions particulières. Les 5 conditions, elles s'affichent à votre écran pour l'instant. Le premier, c'est que vous devez obtenir l'accord de la personne concernée. C'est quelque chose qu'on oublie souvent, mais dans une association, si nous avons un psychologue et un médecin, si le psychologue reçoit des informations couvertes par le secret professionnel et souhaite les partager avec le médecin, il devra obtenir l'accord de la personne qui est concernée pour discuter avec le médecin. Ça, c'est un préalable. Deuxième condition, c'est que ce secret professionnel partagé doit servir les intérêts du client ou les intérêts du patient dans mon exemple. A-t-on vraiment un intérêt à échanger des informations relatives à ce client ou à ce patient? Est-ce que ça va apporter quelque chose au patient ou au client? Si c'est simplement discuter entre nous, simplement pour partager, mais sans vraiment en tirer quelque chose pour le patient ou le client, on ne pourra pas partager les informations. Alors, vous ne pouvez éventuellement, dans le secret professionnel partagé, que partager également les informations avec une autre personne qui est tenue au secret professionnel. Imaginons que c'est un psychologue qui souhaite échanger avec son conjoint le soir, il ne peut pas. Ça ne rentre pas dans le secret professionnel partagé. Ça veut dire aussi que quand un professionnel est soumis à ce type de secret, il ne peut en principe pas non plus le briser par rapport à son conjoint ou des amis à ce niveau-là. Il faut vraiment être vigilant et prudent. On a dit que c'était une personne soumise également au secret professionnel, mais c'est aussi des personnes qui sont soumises aux mêmes visions, à la même mission à ce niveau-là. C'est pour ça que je parle souvent, j'ai abordé précédemment la situation du secret professionnel partagé dans une ASBL, où on a des médecins, des psychologues, des infirmiers. Toutes ces personnes œuvrent pour la même mission, et donc ça a du sens qu'ils partagent évidemment le secret professionnel, pour autant que ce soit bien sûr toujours dans l'intérêt de la personne concernée. Et enfin, dernière condition, il ne faut partager que les informations qui sont strictement utiles et nécessaires. Donc, si
on veut aborder une situation spécifique d'un patient, on ne doit aborder que les éléments en lien avec cette situation spécifique, même si potentiellement, en tant que professionnel, on a toute une série d'autres informations. Il faut vraiment être vigilant à ce sujet. On se pose souvent la question du secret professionnel volontaire. Donc, j'ai expliqué dans les slides précédents que c'est la fonction qui va entraîner le secret professionnel et pas forcément l'intitulé. Donc, c'est vraiment le fait qu'on exerce une certaine fonction. On peut imaginer, donc, prenons une grosse association active dans le secteur des soins de santé. On va avoir des médecins, des psychologues. Bien sûr, ils sont soumis au secret professionnel. Infirmiers, pareil. Mais on va pouvoir avoir des personnes à l'administratif. On peut avoir des personnes au RH. On peut avoir des chauffeurs, éventuellement, qui véhiculent les personnes qui sont en difficulté. Toutes ces personnes-là, en tant que telles, ne sont pas soumises au secret professionnel. Par contre, ils peuvent s'y soumettre volontairement. Et donc, on va avoir ce qu'on appelle le confident nécessaire, qui va être le médecin, le psychologue, l'infirmier, dans l'exemple que je vous ai donné. Et puis, on va avoir d'autres personnes où on va leur imposer un certain secret professionnel, où ils vont se l'imposer à eux-mêmes, parce que dans le cadre de la grande mission pour laquelle ils œuvrent, ils ont une obligation de discrétion et du respect de la vie des personnes qu'ils vont rencontrer. Dans un cas comme ça, le secret professionnel volontaire, on n'aura pas de sanction pénale si on le brise. Maintenant, ça n'empêche pas que dans un contrat de travail, on prévoit qu'il peut y avoir des sanctions si le secret professionnel est brisé. Du coup, la question qui enchaîne, c'est est-ce que je peux imposer le secret professionnel à mes collaborateurs ou à des collaborateurs d'une entreprise? La réponse est oui. Oui, bien sûr que on peut imposer le secret professionnel. Ça devra cependant l'être dans le contrat de travail ou dans la convention de collaboration si vous travaillez avec des indépendants. Il faut que la fonction l'exige. Donc, on va pouvoir se dire, bah, tiens, je reprends mon exemple du chauffeur qui véhicule des personnes à mobilité réduite ou des personnes avec des soins de santé et qui font le lien entre la personne et l'endroit où il l'amène. Eh bien, bien sûr que sa fonction peut exiger un certain secret professionnel. Mais par contre, sur certaines choses, il ne va pas forcément y avoir un secret professionnel sur l'adresse d'arrivée et l'adresse de départ. Donc, si la fonction l'exige, que ce soit imposé par le contrat de travail ou la convention, et si l'activité de l'entreprise, entreprise étant au sens du Code des sociétés et des associations, c'est-à-dire toute entité morale en Belgique qui exerce une activité professionnelle. Derrière entreprise, il y a aussi les associations, les mutualités et autres secteurs. Donc, on peut bien sûr imposer le secret professionnel et on peut prévoir pour les travailleurs, par exemple, dans le règlement de travail, qu'il y aura des sanctions si on brise le secret professionnel. Voilà, je suis déjà au bout de mes 15 minutes. C'est court, il y a encore beaucoup de choses à dire. Nous avons édité un livret sur le secret professionnel. Il s'affiche à l'écran. Si vous ne l'avez pas encore, ben, vous pouvez tout à fait le commander via le site legalpme.be. On se fera un plaisir de vous l'envoyer. Est-ce que vous avez des questions? J'ai encore 1 ou 2 minutes pour des questions. S'il n'y en a pas, on va considérer que j'ai été claire sur le petit timing qui m'était imparti. Et alors, il me reste simplement à vous souhaiter un très bon appétit. J'attire votre attention sur notre tout nouveau livre qui vient de sortir ici en janvier 2025. Voilà, j'ai vos questions qui viennent d'arriver. On me pose la question, le secret d'entreprise n'a pas de base légale, il est reconnu par la jurisprudence ou est-ce que quelque chose repris dans le contrat de travail? Alors le secret d'entreprise, Marie, pour répondre à votre question, c'est ce qu'on appelle le secret d'affaires. Alors le secret d'affaires n'a pas une base légale au niveau du secret professionnel, par contre il a une base légale au niveau du code de droit économique et donc il est tout à fait possible de l'imposer aux travailleurs par le contrat de travail. Si c'est vraiment important, c'est vraiment dans le contrat de travail. Vous pouvez l'imposer dans le règlement de travail, ça aura cependant moins de poids. Je vais prendre un exemple qui à tous va vous parler, c'est l'exemple de Coca-Cola. Coca-Cola, en fait, vous connaissez tous le Coca-Cola, on sait que la recette est secrète. Eh bien, la recette de Coca-Cola est un secret d'affaires. C'est-à-dire que Coca-Cola impose dans tous ses contrats de travail à tous ses travailleurs que la recette du Coca-Cola est un secret d'affaires qu'ils ne pourront jamais diffuser. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est reconnu par le Code de droit économique en matière de propriété intellectuelle, si vous voulez. C'est plutôt dans ce cadre-là que ça s'inscrit et c'est imposé par le contrat de travail. Alors,
J'espère avoir répondu à votre question, Marie. J'ai une autre question de Nathalie. Nathalie qui me demande qu'est-ce qui se passe si l'employé refuse de signer un avenant sur le secret professionnel. Alors là, c'est toujours la problématique, Nathalie, c'est qu'un travailleur a la possibilité d'accepter ou de refuser de signer un avenant. Donc, moi, je dis toujours prévoyez le secret professionnel dans le contrat initial. S'il refuse vraiment de le faire, vous pouvez toujours passer par une modification du règlement de travail. Et s'il fait une remarque dans le règlement de travail quant à l'obligation de respecter le secret professionnel, ça va passer à l'inspection sociale qui va venir dans l'entreprise voir si c'est justifié ou pas. Et à ma connaissance, le secret professionnel, l'imposition du secret professionnel n'a jamais été refusée par l'inspection. Donc, c'est une autre manière de le faire à ce niveau-là. Par contre, s'il refuse de signer un avenant, vous n'avez qu'une possibilité, c'est de discuter avec le travailleur pour essayer de comprendre ses motivations, quitte à reformuler éventuellement l'avenant d'une manière qui fasse qu'il va le signer et que vous êtes quand même protégé. Attention cependant que même si un travailleur refuse de signer un avenant relatif au secret professionnel, n'oubliez pas qu'on a toujours la loi du 3 juillet 1978, qui est la loi relative au contrat de travail, qui prévoit qu'à tout moment, le travailleur est obligé d'avoir une loyauté par rapport à son employeur et il doit se soumettre aux instructions et obligations demandées par son employeur, pardon. Donc ça veut dire que si même il refuse, on pourrait avoir le règlement de travail qui le prévoit, mais on peut aussi se baser sur la loi du 3 juillet 1978. Ce sera plus compliqué parce que c'est moins parlant aux travailleurs directement, mais c'est quelque chose qu'on peut faire. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions, tant Nathalie que Marie. On a un petit peu dépassé notre timing, mais c'est pas grave, on a parfois l'habitude. 15 minutes, c'est court. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, un excellent appétit et n'hésitez pas à regarder nos prochaines dates de webinaire sur notre site web. Je crois que la prochaine a lieu au mois de mars, si ma mémoire est bonne. Donc, abonnez-vous aussi à nos newsletters pour ne rater aucune information. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Au revoir.